Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous en direct de cette deuxième édition de Radio Mortimer. Mais au fait, en moins de 140 caractères, c'est quoi Radio Mortimer ? Radio Mortimer, c'est une émission de spectateurs passionnés qui se réunissent pour échanger avec cœur et bonne humeur sur des spectacles qu'ils ont vus. Et vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les réseaux sociaux et partager vos réactions tout au long de cette heure d'émission en tweetant avec le hashtag Radio Mortimer. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à nous écouter et à réagir lors de la première émission de Radio Mortimer le mois dernier. Au nom de toute l'équipe, un immense merci. Ce soir, nous avons le plaisir d'être accueillis sous le célèbre toit rond d'un incontournable lieu du spectacle vivant de la capitale, ce qui fut comme une deuxième maison pour Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, à la fois témoin et transmetteur du théâtre d'aujourd'hui et de demain. Oui, vous l'aurez peut-être deviné, ce soir, nous avons le plaisir, non, je dirais l'honneur d'être accueillis au Théâtre du Rond-Point à Paris. Au sommaire de notre émission ce soir, nous allons parler de La résistible ascension d'Arthur Huy de Bertolt Brecht, mise en scène par Katharina Thalbar à la Comédie Française, du Testament de Marie de Colm Tobin, mise en scène par Deborah Warner au Théâtre de l'Odéon, des Songes et métamorphoses adaptés d'Ovide et de Shakespeare, mise en scène par Guillaume Vincent toujours à l'Odéon, et enfin de la nouvelle création d'Ismaël Saïdi, GN, à l'affiche du Palais des Glaces. Autour de moi, pour parler de la résistible ascension d'Arthur Huy, j'ai le plaisir d'accueillir sur les planches. Bonsoir. Bonsoir. Quatrième mur. Bonsoir. Bonsoir. Et mort du théâtre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout aussi mythique en France que la troupe du Berliner Ensemble fondée par Brecht en Allemagne, celle de la Comédie Française présente actuellement la résistible ascension d'Arthur Huy. Et c'est au sociétaire Laurent Stocker qu'a été confié le rôle titre. Cette pièce, qui a été écrite en 1941 par Brecht, vise à démonter les mécanismes de l'ascension d'Hitler au pouvoir en les transposant dans le Chicago des années 30. C'est ça. Donc la Comédie Française a choisi d'en confier la mise en scène à l'Allemande Katharina Thalbar. Oh, d'ailleurs, est-ce que vous saviez que Katharina Thalbar a côtoyé la troupe du Berliner Ensemble ? Oui. Oui. En fait, pourquoi ? Parce que sa mère, qui était actrice, en faisait partie. Et quand elle est décédée, la troupe s'est occupée de Thalbar et de sa formation artistique. Enfin, bref. Sur les planches, qu'est-ce que tu as pensé de la résistible ascension d'Arthur Huy ? Alors pour moi déjà la pièce de Brecht, elle a un aspect pédagogique qui est évident, puisqu'elle rapproche le contexte politique de l'époque, donc les années 30, de la vie des gens, du peuple et du quotidien des spectateurs. On va parler de gangsters, on va parler de trusses du chou-fleur, enfin des gens qui ont des métiers qu'on va rencontrer dans la vie quotidienne. Et forcément, il y a un côté pédagogique. Et j'ai trouvé que justement la mise en scène de Katharina Thalbar était très proche de la lettre du texte. Donc il va y avoir un effort pédagogique constant pour faire réagir, réfléchir le spectateur, puisque tous les événements déjà vont être replacés dans leur contexte historique. Donc il va se passer quelque chose dans le trust du chou-fleur et d'un coup on va avoir un ruban sur scène qui va expliquer à quoi ça correspond à l'époque d'Hitler. Il va y avoir une voix off également. Donc déjà j'ai trouvé que ça, voilà, c'était une chose qui était très proche du texte. Ça guide aussi bien le texte de Brecht que la mise en scène de Katharina Thalbar. La deuxième chose aussi dans la pédagogie, c'est le côté très visuel en fait de certaines scènes, qui est très violent. On va avoir l'horreur de Hitler, discours qui est sans embâge. C'est une immersion dans la médiocrité, la confrontation avec la folie d'Arthur Huy. Le spectateur en fait est vraiment face à cette folie et ne peut pas y échapper. C'est très percutant comme mise en scène et je trouve que voilà, il y a beaucoup de pédagogie. Et puis il y a aussi cette activité dans la montée du nazisme. On voit que plus la pièce avance, plus on a le côté burlesque et pathétique d'Arthur Huy qui va s'estomper. Au départ, on a une scène avec un micro, ça marche pas très bien. On a un grand discours à la fin qui, si je ne me trompe pas, un discours d'Hitler qui est reporté sur scène. Au départ, on a des coups de feu, petits assassinats entre gangsters qu'on n'entend pas. Et plus le temps passe, et plus ils sont sonores. Et à la fin, effectivement, il y en a beaucoup. Et c'est voilà, très, très choquant. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gravité en fait, des protagonistes. Au départ, c'est des businessmen un peu naïfs. Et puis à la fin... on a la confrontation avec monsieur et madame Dollfoot qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus troublante. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé. Après, il y a
l'aspect négatif de la pédagogie, c'est que parfois on en fait un petit peu trop. Un peu trop didactique, c'est ça que je trouve que ça nuit à la fluidité de l'ensemble. On va avoir chaque scène qui va être coupée effectivement par un bandeau explicatif qui fait qu'au fond, on se retrouve peut-être avec ou un cours d'histoire ou que le spectateur n'est peut-être pas suffisamment intelligent pour comprendre. Mais quatrième mur, je te vois réagir à ça. Oui, j'ai trouvé que ce recours aux banderoles explicatives était tout à fait superflu et c'était lourd, démonstratif, ça coupait parfois l'élan. Tout d'un coup, ça s'arrête, on voit cette bande se dérouler. On a un petit peu effectivement l'impression qu'on nous prend un petit peu pour des imbéciles pour nous expliquer. Alors je ne sais pas si c'était à l'origine dans la pièce ou si ça a été un choix de mise en scène. J'ai cru lire que ça avait été à l'origine dans la pièce, mais je pense que ça aurait dû peut-être être adapté ou retiré parce que là je trouve que ça n'apporte absolument rien, que ça freine la chose. Et ceci d'autant plus que j'ai trouvé déjà que c'était très long à démarrer. Moi je ne connaissais pas du tout bien la pièce. Et au début, je ne comprenais absolument rien. Je veux dire, pendant les 20 premières minutes, alors j'étais peut-être un petit peu fatiguée en plus, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Et une fois qu'on rentre dedans, le rythme était coupé par ces banderoles. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Mort du théâtre ? Oui, c'est vrai que ces banderoles, c'est peut-être le seul point négatif de ce spectacle. Moi, j'ai trouvé ça... Je suis pas très Brecht en général, parce que je suis pas très théâtre. Néanmoins, ici, il y avait vraiment une force qui est la force du classique. En fait, j'ai redécouvert Brecht comme un grand classique que je connais mal, parce qu'il est un français. Mais bon, c'est un spectacle qui est vraiment incroyable, qui est porté par des comédiens toujours au top. Laurent Stocker en tête, c'est un Arthur Roy qui donne tout, qui est à la fois effrayant et parfois hilarant. Je veux dire, la scène où il cherche... comment dire, sa masculinité, c'est vraiment très très drôle. Je trouve qu'il le fait à merveille. Il fait pas du Laurent Stocker comme on peut penser qu'il aurait pu tirer un peu vers des cabrioles, des choses comme ça. Il a une intensité incroyable. Il est vraiment effrayant. On n'avait même pas besoin au début de les voir. On les voit d'abord déguisés dans les personnages qu'il représente, mais on n'en avait pas besoin parce qu'il est un éclair absolument repoussant. Et quatrième mur sur les planches, vous êtes d'accord avec ça, sur la prestation de Laurent Stocker? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même lui qui incarne Arthur Roy. Alors justement, moi j'ai eu beaucoup de mal à me faire une opinion sur cette pièce, parce que je trouve que la comédie française est d'une telle excellence qu'elle a un petit peu tendance à voiler tout le reste. Donc je n'ai un peu vu que les acteurs qui ont un petit peu occulté toutes les faiblesses qu'il y a pu y avoir dans la mise en scène et la pièce. Et alors Laurent Stocker, effectivement, j'ai trouvé que pour moi ça a été une forme de révélation de ce qu'il était capable de faire, parce qu'on avait peut-être plus l'habitude de le voir dans des rôles légers, notamment au cinéma. Et depuis un certain temps, je trouve qu'il a des rôles beaucoup plus consistants et une vraie folie, une vraie psychopathie. Et par rapport à ce rôle qui était facile de jouer en trop, d'en faire trop, il est exactement... il donne la mesure exacte de ce qu'il faut faire, sans excès, et il est époustouflant. Il ne joue pas, pour moi, il incarne totalement. Mais tous les comédiens, je trouve qu'ils savent tous, dans cette pièce, doser entre la médiocrité de leur personnage au départ, et puis leur aspect de plus en plus sombre, de plus en plus repoussant, et en même temps une irrésistible fascination qu'on éprouve pour eux. Je parle par exemple de Jérémy Lopez, qui joue le personnage de Gobola, donc Goebbels, qui a une silhouette un petit peu filiforme, un petit peu comme un insecte, je trouve, qui a un côté absolument repoussant et en même temps fascinant. Et ça met le spectateur face à la position peut-être d'une personne à l'époque qui aurait vu Hitler monter au pouvoir en étant à la fois séduit, à la fois écœuré et à la fois déçu de sa propre séduction. Et j'ai trouvé que le comédien était vraiment parfait. Il y a aussi Thierry Ancis qui a une animalité qui est toujours irrésistible, je trouve formidable. Merci à toutes les trois. Alors, oui, Mort du théâtre, tu voudrais réagir? Oui, je voulais juste rajouter qu'à mon avis, Eric Ruff a vraiment fait un coup de maître en plaçant ce spectacle à ce moment-là de l'année. Moi, j'avais pas du tout capté que je le verrais entre deux tours, ce qui était le cas. La même chose pour moi. Ah ouais, c'était... Et c'était effrayant. Ouais, c'était effrayant. Et voilà, Marine, je t'emmerde. Oui, d'accord. En tout cas, mais d'une certaine manière, ça rejoint exactement ce que j'ai trouvé moi sur les réseaux sociaux. Il y a Anne Angelo qui partageait son avis, qui disait « Plus puissant que jamais Arthur Roy à la Comédie Française, Stocker a pris des intonations de Jean-Marie Le Pen. Pas une réplique qui ne résonne, nombreux rappels.
Gaël0068 qui dit magnifique Arturo-Ui à la Comédie Française, même si j'ai eu du mal à entrer dedans au début, comme toi, quatrième mur, ce que tu disais, avec un final qui fait froid dans le dos. La mise en scène, les costumes, la scénographie sont incroyables. L'interprétation de Laurence Stocker en Arturo-Ui est magistrale et très bien entourée par la troupe de la Comédie Française. Bravo. Emmanuel Grenier qui dit spectacle magnifique et malheureusement d'actualité. Bravo à une des plus grandes troupes au monde, aux comédiens talentueux. Bref, donc visiblement un spectacle, les avis qu'on trouve sur les réseaux sont à peu près les mêmes que les vôtres. Donc un spectacle pédagogique, trop pédagogique selon vous, mais ça gâche pas le plaisir rattrapé par des comédiens extraordinaires. La Comédie Française. Déborah, est-ce qu'il y a des réactions en direct sur les réseaux sociaux? Non, pas pour l'instant, mais vous êtes toujours invité à le faire par le hashtag Radio Mortimer. Merci de le rappeler. Alors vous avez jusqu'au 30 juin pour aller voir ou revoir Laurence Stocker et ses comparses de la Comédie Française dans la résistible ascension d'Arturo-Ui dans la salle Richelieu. Par contre, pour connaître les dates et les horaires en détail, je vous invite à consulter le calendrier de la Comédie Française. Quatrième mur, sur les planches, vous en allez déjà. Est-ce que vous auriez un spectacle à nous conseiller avant de nous quitter? Alors oui, moi j'ai un spectacle à conseiller qui passe au Théâtre Montfort, je crois, à partir du 29 mai jusqu'à la mi-juin, vous pourrez vérifier. Ça s'appelle Interview. C'est joué par Judith Henry et Nicolas Bouchot. Et c'est la mise en scène d'un certain nombre d'interviews écrits par Nicolas Toulong. Et c'est un spectacle extrêmement malin qui nous interroge, nous, sur un certain nombre de questions qui peuvent paraître anodines et qui nous trottent dans la tête une fois qu'on est sorti de la salle. Et je vous conseille vivement d'y aller parce que c'est drôle, c'est émouvant et c'est servi par deux acteurs absolument prodigieux, le géant Nicolas Bouchot, dont je ne parlerai pas, et Judith Henry qui lui tient remarquablement tête et qui sait bien prendre sa place. Alors ne vous privez pas de ce spectacle et allez-y. Et c'est où? Au Théâtre Montfort, je l'ai dit. Au Théâtre Montfort, excuse-moi, oui. Et est-ce que tu as l'intention d'aller voir quelque chose prochainement? Oui, je vais voir le Testament de Marie très prochainement et le froid augmente à la colline. Merci. Merci quatrième mur, merci sur les planches d'avoir été avec nous. Chères auditrices et auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission et partager vos impressions en direct en tweetant avec le hashtag Radio Mortimer. Mordu de théâtre. Mordu de théâtre, tu restes avec nous et tu es rejointe par Théatoile. Bonsoir Théatoile. Bonsoir. Et par Théâtrelle. Bonsoir. Pour parler du testament de Marie dont vient justement de nous parler quatrième mur. Bienvenue mesdames. Donc, d'une certaine manière, on reste avec la Comédie Française puisqu'elle coproduit cette pièce, même si celle-ci est présentée sur les planches d'un autre théâtre national historique, le théâtre de l'Odéon. Dans Le Testament de Marie de Colm Tobin, la metteuse en scène britannique Deborah Warner dirige Dominique Blanc dans le rôle de Marie. Marie, femme célèbre de l'histoire occidentale, qui a vu son fils supplicié sur la croix et qui, dans ce texte, témoigne de son histoire. Et je pense qu'il est important de préciser que Dominique Blanc est seule en scène pour porter ce spectacle. Théatoile, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi j'ai beaucoup aimé la présentation de Dominique Blanc. Au départ, on a l'impression d'être un petit peu en pèlerinage dans la grotte à Lourdes. Elle est déjà sur scène, le public est invité à monter à ses côtés, à tourner autour, à la prendre en photo. J'ai vu des selfies aussi se faire, enfin, vraiment toute une dramaturgie qui s'instaure comme ça, avec l'impression d'avoir devant soi une icône. Et puis d'un coup le rideau tombe, le noir se fait et là elle revient en tenue de tous les jours. Et on a cette fois-ci Marie qui s'adresse à nous, qui nous raconte son ressenti de mère. Et en fait son propos est universel, même si elle est la mère de Dieu et tout ce qu'on connaît autour de cette histoire. C'est surtout une parole, récit qui est celui d'une mère qui a vu son fils souffrir et qui va nous raconter tout cela. Il y a un moment donné où, dans la scène, elle nous raconte la crucifixion de son fils. Et là, les mots sont vraiment justes, sincères.
Et moi, j'ai trouvé ça très émouvant. En même temps, comme on l'a dit dans le préambule, elle est seule en scène. Et c'est justement cette idée de solitude qui ressort tout au long du spectacle et qui fait aussi que la fleur et qu'on se laisse submerger par tout ce qu'elle raconte. Et il n'y a aucune exagération non seulement dans la direction d'actrice, que dans l'interprétation. Tout est juste, tout est limpide. C'est vraiment une très grande actrice. Et rien que pour ça, je pense qu'il faut aller le voir. Merci. Théâtrelle, tu partages cet avis ? Partiellement. Alors moi j'ai trouvé le prologue au départ quand on est invité à monter sur scène, comme dit Sonia, à déambuler sur la scène. Marie est dans sa cage, dans son habit de Madone, d'icône. Il y a tous les symboles de la crucifixion qui sont là, le vautour pour le Golgotha, l'olivier qui est suspendu pour le mont des Oliviers. Et je trouvais qu'il y avait un côté voyeuriste qui me mettait un peu mal à l'aise. J'ai sorti mon appareil photo comme beaucoup de gens, je l'ai pris en photo et je me suis dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? C'était assez surprenant comme sensation. Et ensuite, donc le public descend, est invité à rejoindre ses sièges. D'un seul coup, Marie, la cage se soulève, Marie rend le vautour à son dresseur, elle va se changer très vite et elle revient en jean et en t-shirt. Et là, elle entame son monologue en fait sur son fils qui est parti, qui semblait être embrigadé dans une espèce d'idéologie qu'elle ne partageait pas, qu'elle ne comprenait pas. Et elle est tout au long de la seconde partie, en fait même de la grande partie de la pièce, en train d'agir sur les petites actions du quotidien. Elle est conjuntable, elle lave, elle range. Et il y a un grand contraste entre le début, je pense que c'est très volontaire, et où on a l'icône qui est complètement sacrée, et la banalité, le côté très très ordinaire de cette maman qui parle de son fils. Et je trouve que il a, en voulant désacraliser Marie, il désacralise également Jésus, et qui redevient un homme complètement normal, un jeune homme qui était entouré d'une bande de copains qu'elle appelle des accès. Moi, je trouvais ça assez beau, ce contraste, mais il y avait un côté très ordinaire, très banal, qui m'a laissé un peu pantoise, je dois dire. Et en même temps, je comprends ce qu'il a voulu dire, je comprends que c'est vraiment une image de normalité, de banalité, mais je trouve ça assez plat dans l'ensemble quand même. Je trouve que Dominique Blanc, elle est formidable. Elle incarne toujours avec retenue, elle regarde, tout est dans les gestes, tout est dans la posture, c'est ni trop ni trop peu. Tout passe dans son regard, dans sa voix, elle a une puissance dans la voix, dans ce qu'elle porte qui est absolument magique. Et en même temps, elle évite de tomber dans l'écueil de la grande tragédie. Voilà, on n'a pas Phèdre, on a juste une femme, une mère, qui se pose des questions sur ce qu'a fait son fils. Elle est ni trop ni trop peu, elle est toujours sur un fil, c'est complètement équilibriste. Et moi, je trouve que pour ça, c'est vraiment... ça m'a laissé bluffer. Avec un petit côté sceptique sur le fond de la pièce. D'accord. Mort du théâtre. Il y a vraiment le début où on est sur scène. Alors, je rejoins totalement Théâtrelle sur le fait que c'est vrai, moi aussi j'ai pris une photo, je me suis sentie très très con sur le moment. Mais il se passe vraiment quelque chose sur cette scène. C'est-à-dire que quand on est devant Dominique Blanc qui est habillée en Madone et qui a vraiment le regard... Je sais pas, elle regarde même pas vers le sol, elle est haute part, vraiment elle est haute part, c'est incroyable, c'est très très fort et pourtant il n'y a rien, elle ne dit rien, elle ne bouge pas. Et en plus c'est très bien parce qu'on est entre nous, on parle à des gens, c'est vraiment le but du théâtre, ça rassemble. Et puis on vient à sa chaise, et puis là moi c'est pas passé quoi, c'est-à-dire que fondamentalement on s'ennuie parce qu'elle n'a pas grand chose à dire, alors elle fait Blanc, c'est immense. Mais voir une femme qui dit que finalement il n'a pas transformé l'eau en vin et puis il n'a pas ressuscité Lazare, j'étais super déçue. Moi, après la scène initiale, pleine de grandeur, c'était vraiment dur de revenir à quelque chose d'aussi plat. Donc toi, tu as été déçue par cette désacralisation justement que tu as aimé, Théâtrelle ? Oui, moi je l'ai aimé cette sacralisation, je trouve
trouve ça beau, même si le contraste ensuite avec son retour à la femme normale peut paraître un peu choquant, peut choquer certaines personnes, ça je le conçois complètement. Moi j'ai trouvé qu'effectivement, le fait qu'au début, même si c'était un peu gênant, Deborah Warner a vraiment voulu montrer un contraste entre ce qu'on a de Marie depuis des siècles, depuis des millénaires, l'image qui est transmise et que l'on veut transmettre, et la réalité, parce que même si les personnes qui croient qu'elle est la mère de Dieu, qui sont chrétiens, pensent que c'est une icône, moi je trouve qu'elle a voulu justement montrer que c'était surtout aussi une femme, et une mère avant tout, parce que avant que Jésus entame son chemin pour les croyants, c'était juste une femme. Il y a un moment qui est assez... alors, le public a souri, je pense que c'était volontaire dans le texte de Colm Tobin, quand elle dit ah oui, elle est venue me parler de sa conception avec un air très sceptique. Et voilà, elle dit on m'a dit de dire ça, mais en fait non, il n'en est rien. Je comprends que ça puisse choquer et que ça ait choqué certaines personnes. Maintenant, voilà, c'est le parti pris du bouquin, c'est le parti pris de Colm Tobin, et c'est l'adaptation qu'on a faite de Deborah Warner. Il faut l'accepter, ou pas. Mort de théâtre, donc tu l'as pas accepté, toi? Non, pas du tout. Moi, j'étais venue pour de la grandeur et du sacré. C'était sûrement une idée préconçue. Et même, je veux dire, même en tant que... Enfin, j'aurais bien voulu, après tout, voir une pièce sur une mère, puisque c'est ce qu'elle est, finalement. Mais où est la tendresse, où est le déchirement vers son fils, où est l'émotion? Moi, j'ai pas du tout été émue. Pratiquement pas. Parce qu'elle est très lucide, en fait. Elle raconte de façon très, très factuelle tout ce qui s'est passé. Et je pense que oui, l'émotion, elle y est, mais elle est contenue. Mais elle peut pas, une émotion de mère peut être contenue quand elle va perdre son fils, elle le voit crucifié. Elle a perdu il y a 2 ans, en fait, ça se passe. Et voilà, je pense qu'elle a digéré, entre guillemets. Ah, je pense pas, on ne peut pas digérer la mort. Non. Merci. Alors, les spectateurs se font leur avis sur la question de peut-on digérer la mort de son fils ou pas. Sur Twitter, il y a Julien Enfrein qui disait qu'elle souffle, Dominique Blanc, soufflante et mise en scène majestueuse de Deborah Warner, Sylvie Collin, Marie en majesté dit son incrédulité, crie sa douleur et nous offre sa souffrance, bouleversante Dominique Blanc. Donc vous avez l'air quand même d'accord sur la prestation de Dominique Blanc. Jacques Chéa, le testament de Marie à l'Odéon, épatant, seul en scène à propos du vécu de Marie sur la vie de son fils et l'humain derrière le divin. Vincent Bouquet qui dit intense testament de Marie au théâtre de l'Odéon, dans le bel écrin de Deborah Warner, Dominique Blanc incarne avec brio une femme forte et une mère simple. Déborah, est-ce qu'il y a des réactions en direct sur les réseaux sociaux? Non, à part nos problèmes de son, donc pas de réaction. Désolée pour les problèmes de son, on est en train de régler ça. Alors, donc une pièce, vous êtes les avis plus ou moins mitigés. Est-ce que quand même vous le recommanderiez? Non, oui. Oui. Oui, d'accord. Donc de oui à un non, c'est le oui pour qui la gagne. Oui pour la prestation Oui, de pour les Dominique 10 Blanc. minutes où on se retrouve sur scène, ce qui est assez magique. D'accord. Oui, pour ne pas digérer la mort de son fils. En tout cas, merci. Donc vous avez jusqu'au 3 juin pour aller voir ou revoir Dominique Blanc dans le Testament de Marie au Théâtre de l'Odéon. C'est dans le 6e arrondissement de Paris. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 15h. Mordu de théâtre, avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un spectacle à nous conseiller? Oui, alors j'ai rien vu d'extraordinaire depuis la première émission, donc je vais rester sur ma chère comédie française, puisqu'il y a la reprise encore de Cyrano de Bergerac, donc ça doit être la 10e année consécutive. Je pense que ceux qui ne l'ont pas encore vu, il faut y aller parce qu'ils ne vont pas le jouer éternellement. Non seulement c'est la plus grande pièce du répertoire français, mais elle est montée à la perfection avec des acteurs qui sont incroyables. On entend tout, on voit tout, c'est un des spectacles les plus beaux que j'ai vus, donc courez-y. Et est-ce que tu as l'intention d'aller voir quelque chose prochainement? Oui, j'aimerais bien voir Interview au Montfort et Cendrillon qui va passer à la Porte Saint-Martin. C'est de qui? Pomera. D'accord, merci d'avoir précisé. Merci beaucoup d'avoir été là, Mort du théâtre. Chères auditrices et auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission et partager vos impressions en tweetant avec le hashtag Radio Mortimer. Autour de moi, alors, on a des problèmes de son, qu'est-ce qui... Non, c'est bon, il semblerait que ça soit réglé. On voulait vous lancer notre beau jingle dont on est très fiers.
de moi, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Et Strapontine, bonsoir. Bonsoir. Qui rejoignent Théatoile pour parler de songes et métamorphoses. Bon, alors, on reste sur les planches du théâtre de l'Odéon, celle des ateliers Berthier précisément, pour parler cette fois-ci de spectacle Songes et métamorphoses mis en scène par Guillaume Vincent avec sa compagnie Midi Minuit. La représentation, qui dure 4 heures, est divisée en 2 parties. La première, les métamorphoses, qui est librement inspirée de l'œuvre d'Ovide et qui met en scène des figures d'aujourd'hui explorant les destins antiques. Et dans la deuxième partie, il s'agit du Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, où un carré d'amoureux perdus et une bande d'artisans répétant une pièce se croisent à leur insu dans la forêt du désir nocturne. Bon, alors les filles, on va être... Comment ? Très poétique. On peut y aller en fait. Bon, les filles, on va être galantes, on va laisser la parole à un homme pour une fois. Maxime, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle. C'est vrai qu'au début, ça durait 4 heures, donc j'avais un petit peu peur. C'était en semaine, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va donner ? J'avais un peu peur de m'ennuyer. Et en fait, j'ai vraiment été pris dans ce spectacle dès le début, parce qu'il y a vraiment une troupe déjà de comédiens qui est très... on sent un enthousiasme, un vrai plaisir à jouer ensemble, et ils nous emportent dès le début. Les mythes sont revisités au début par des enfants, par des lycéens. Il y a vraiment un côté où on est vraiment surpris par la direction de Guillaume Vincent, donc c'est très sympa, et en plus on rit beaucoup. Alors dans le théâtre public ça arrive quand même pas souvent, on rit beaucoup, et ça fait vraiment plaisir. Donc moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Strapontine, tu partages le même blog que Maxime, le blog Les Espaces Libres, mais est-ce que tu partages son avis sur Songes et métamorphoses ? Alors oui, non mais complètement, mais alors je le dirais avec encore plus d'enthousiasme, j'ai été vraiment emballée par ce spectacle, du début jusqu'à la fin, mais dès le départ, il y a vraiment ne serait-ce que le rideau de scène qui nous éblouit. C'est une vraie leçon de théâtre selon moi. Alors c'est vrai qu'au début, je me demandais pourquoi le Songe d'une nuit d'été c'est déjà costaud. Réussir à mettre en scène différentes métamorphoses d'Ovide, je me disais déjà en soi c'était un challenge, donc je voyais pas très bien comment il allait s'en sortir et pourquoi mêler un peu tout ça. Et finalement le fil rouge de ce spectacle c'est vraiment le théâtre en lui-même, qui est montré sous toutes ses formes, souvent justement sous la forme du théâtre amateur, avec, comme le disait Maxime, un spectacle de fin d'année d'école maternelle, une option du lycée théâtre qui va monter une des métamorphoses d'Ovide, et au final on a une vraie leçon de théâtre qui se déroule sous nos yeux, et comme le disait Maxime encore une fois, on rit beaucoup, mais on est aussi pris au trip quand même, parce que les métamorphoses d'Ovide, il faut rappeler que c'est quand même assez cruel, hein. On a de l'anthropo, du cannibalisme, l'anthropophagisme, voilà, merci de m'aider, d'enfants notamment, hein. On a des incestes à tout va, des viols, c'est quand même très souvent très violent, oui. Malgré ça, donc à des moments on est vraiment pris au trip par tout ça, et puis des moments très drôles qui viennent contrebalancer le tout. Et j'avais vraiment envie de parler de Émilie Incerti-Formentini, qui est une comédienne absolument exceptionnelle, que j'avais déjà au Rendez-vous Gare de l'Est, mise en scène aussi par Guillaume Vincent, et qui là nous fait une grande leçon de théâtre. Je trouve qu'il y a vraiment une citation justement de son propre spectacle, puisqu'à un moment donné elle joue le rôle d'une femme battue, et elle le joue à la façon de Rendez-vous Gare de l'Est, même dans la diction. J'avais vraiment l'impression que c'était une citation du spectacle, d'un des spectacles précédents de Guillaume Vincent. Elle est absolument incroyable. Voilà, donc je voulais mettre l'accent sur sa performance, et puis sur celle de Gérard Watkins aussi, qui joue le rôle de Puck, qui est incroyable. Et du prof de théâtre qui joue aussi le prof de théâtre qui est... Et Théatoile, toi, est-ce que tu es d'accord avec eux ? Pas tout à fait. Concernant la partie métamorphose, je rejoins totalement leur avis, c'est fabuleux, moi j'ai trouvé ça génial. Comme le disait Strapontine, dès le rideau à paillettes, on a l'impression que ça va être un spectacle scintillant.
Ce qui est le cas, on a d'abord des enfants qui jouent, ensuite des lycéens, un théâtre amateur, ensuite un théâtre plus professionnel. On a une réelle progression avec un langage actuel, un traitement qui est percutant. C'est poétique, c'est drôle, c'est féerique. On a la fiction qui va se mêler à la réalité. J'avais vraiment l'impression d'assister à une sorte d'ode au théâtre. Et malheureusement, à la deuxième partie, j'étais... étant fan absolue de Shakespeare, en plus, je m'attendais vraiment à quelque chose de grandiose. Et au final, j'ai trouvé ça classique et attendu, avec une méthode démonstrative et une ligne de conduite. J'ai un petit peu découvert la deuxième partie. Alors, c'est vrai que moi aussi, je l'ai vu en semaine et il y avait la fatigue, mais voilà, à un moment donné, j'ai sombré aussi dans le songe. C'est dommage. Effectivement. Mais pourtant, voilà, ça reste vraiment une démonstration exceptionnelle, avec une pièce qui est protéiforme, qui est vivante, qui nous fait rêver, qui nous met des étoiles dans les yeux, voilà, où on voit aussi les artifices, le théâtre en train de se faire. Et comme disait Shakespeare, le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs, et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Et je pense que ça résume tout à fait le spectacle que Guillaume Vincent a mis en scène. Et alors juste pour la deuxième partie, je trouve que effectivement au début j'ai eu un petit peu peur parce que on a l'impression que ça repartait vers quelque chose de plus classique, mais rapidement je trouve que ça repart et on voit quand même toujours ce théâtre dans le théâtre avec ces artisans là qui répètent la pièce. Il y a des moments très drôles aussi à ce moment-là où ils cherchent justement c'est encore une fois du théâtre amateur qui est en train de se faire. On voit les répétitions, quand on assiste sans cesse à des répétitions, et il y a toute une réflexion sur le théâtre derrière. Et je trouve que ça fonctionne aussi dans la deuxième partie. Il y a même des liens, il fait des petits clins d'œil entre les deux parties. Et je trouve que ça fonctionne pour le coup. Ça reste sur la même ligne quand même. C'est le moment où j'ai dû m'endormir. Oui, parce que vraiment au début, je me suis vraiment dit que ça repartait dans quelque chose effectivement de classique. Et ensuite, il y a de nouveau, j'étais emballée par cette manière de faire et de toujours faire des liens avec ce qui venait de se dérouler sous nos yeux. La femme a rattrapé, mais il y a eu un moment, voilà, au milieu de la deuxième partie où j'ai complètement décroché, mais je ne doute pas sur le... J'aimerais revenir avant de terminer quand même. Vous dites que c'est l'ode au théâtre, voilà, c'est beaucoup développé, le théâtre et tout. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'est pas intéressé par le théâtre, qui n'y connaît rien, qui n'est pas passionné, pourrait accrocher à ça? Oui. Ça pourrait peut-être être un peu long, peut-être là justement la deuxième partie qui est quand même plus classique encore une fois. Il peut partir à l'entracte. Il n'y a pas du tout besoin de connaître en fait. Ne serait-ce que même les textes, il n'y a pas besoin de les connaître. Non, pas du tout. Et Théâtre disait que c'était protéiforme, c'est vrai, il y a aussi des parties chantées, on n'en a pas parlé. On voit différents aspects du théâtre. Plein de petites histoires, des scénettes qui se déroulent sous nos yeux. Mais tout se déroule vraiment avec fluidité, on ne voit pas le temps passer. On part dans la deuxième partie. Mais c'est vrai que la première partie, ça pourrait être une très bonne entrée en matière. Oui, parce que les mythes, c'est chaque petite histoire en fait différente qui s'enchaîne. Et juste pour quelqu'un qui ne va pas au théâtre, il peut très bien suivre, raccrocher parfois. Et c'est vrai que je pense que c'est tout à fait accessible justement. Et pour ceux qui y vont, il y a plein de clins d'œil, notamment à un moment donné, où je ne sais plus si c'est un élève ou un prof de théâtre qui dit mais tu vas pas nous faire du pinaboche là où tu t'es cru dans un spectacle de pinaboche. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui nous interpellent. Merci à tous les trois. Alors il y a plusieurs personnes qui partagent votre avis sur les réseaux sociaux. Par exemple, Gilbert Desvaux qui dit du grand théâtre intelligent, drôle, sensible à l'Odéon, Songe et Métamorphose, bravo à la compagnie Midi Minuit, vite y aller. Marion Couffignal, quelque chose des Monty Python dans Songe et Métamorphose à l'Odéon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas ce que ça va penser, mais... Ouais, moi non plus, mais... Dans le rôle de Pâques, c'est plutôt... Ouais, il y a du gag parfois, donc oui, dans ce sens-là. Mais... C'est parce que Marion Couffignal trouve ça loufoque, perché, irrévérencieux. Oui, ça c'est sûr. Isabelle Réusa qui dit « Les métamorphoses de Guillaume Vincent à l'Odéon sont totalement jouissives, théâtre dans le théâtre, plaisir de jouer », ce que tu disais Maxime, intelligence de l'adaptation. Et Audrey Pulvar qui dit « Songe et métamorphose au théâtre de l'Odéon, follement inventif, impertinent, drôle et grave à la fois, courez-y ». Déborah, est-ce qu'on a des réactions en direct sur les réseaux sociaux?
Toujours pas. Donc une pièce où les acteurs ont plaisir à jouer, on ne voit pas le temps passer, en tout cas pour Maxime et Strapontine, on n'a pas vu le temps passer ni dans la première ni dans la deuxième partie. Le fil rouge, c'est le théâtre, et malgré la violence, des moments drôles, des moments qui viennent contrebalancer cette violence, cette gravité, donc des métamorphoses que vous recommandez, j'imagine, et des songes chaudement aussi pour vous deux. Donc, allez le voir, c'est jusqu'au 20 mai seulement, pour aller voir ou revoir les Shakespeare-Ovidiens, songes et métamorphoses, aux Ateliers Berthier, au Théâtre de l'Odéon, dans le 17e arrondissement de Paris. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 19h30 et le dimanche à 15h. Vous vous en allez tous les trois. Est-ce que vous auriez un spectacle à nous conseiller avant de nous quitter, théâtral ? Alors, comme bord du théâtre, mon conseil va être tourné vers la Comédie Française avec la reprise de Comme une pierre qui, mis en scène par Marie Raymond et Sébastien Poudroux, qui mettent en scène la session d'enregistrement d'une chanson mythique de Bob Dylan. Et c'est vraiment exceptionnel, ça mêle à la fois musique, théâtre, et Stéphane Baroten est totalement incroyable, de même que Christophe Montenès, donc il faut vraiment courir, écouter cela. Et ça va se jouer au studio de la Comédie Française, à partir du 25 mai. Et qu'est-ce que tu as l'intention d'aller voir prochainement ? Cendrillon de Joël Pomera et à la Porte Saint-Martin. À la Porte Saint-Martin, tout à fait. Et ensuite, je ne sais pas, là où vont me conseiller mes camarades. Maxime et Strapontine, vous allez quelque part prochainement ? Mais je vais aussi aller voir Cendrillon de Pomera, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, découvrir cette adaptation du conte. Et je voulais aussi dire 2 mots sur les rencontres internationales chorégraphiques du 93 qui vont incessamment sous peu commencer. Je n'ai plus la date exacte, mais le programme est sorti, donc n'hésitez pas à jeter un œil sur la programmation très riche qui se déroule dans différents lieux du 93, qui n'est pas si loin de nous. Je crois que ça commence le 23 mai. Merci, d'accord. Moi, je partage cette recommandation. J'ai pas de coup de cœur que j'ai vu récemment, donc oui, j'irai faire un tour en rencontre chorégraphique également. Merci beaucoup, merci Maxime, merci Strapontine et merci Théâtoile d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Chères auditrices et auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission et partager vos impressions en direct en tweetant avec le hashtag Radio Mortimer. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Il n'y a pas que les théâtres nationaux dans la vie. Et c'est vrai. Et c'est pourquoi, pour cette dernière partie d'émission, on va rejoindre le Palais des Glaces pour parler de la pièce GN. Pour cela, j'ai le plaisir de retrouver Théâtrelle et d'accueillir Théâtre Côté Cœur, bonsoir. Bonsoir. Et Roger 42. Bonsoir. Bonsoir mademoiselle. Bienvenue parmi nous. Après avoir triomphé avec sa pièce Djihad, l'auteur, metteur en scène et comédien Ismaël Saïdi revient avec une nouvelle création, GN, qui se veut en fait le 2e opus de sa trilogie théâtrale consacrée au radicalisme. Dans la Bible, le mot GN, ça désigne le lieu de séjour des réprouvés, des damnés. Dans un sens plus général, la GN, c'est l'enfer ou la torture. Mais GN, c'est donc aussi une pièce. Et cette pièce, c'est l'histoire d'un certain Ismaël qui est condamné à la prison à perpétuité. Pourquoi ? Parce qu'il a tué plusieurs personnes dans un attentat. Et dans cet attentat, il a d'ailleurs perdu l'usage de ses jambes. En prison, il rencontre un prêtre. À l'hôpital, il rencontre une femme qui a perdu la raison. Théâtre Côté Cœur, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, en fait, j'admire beaucoup le travail d'Ismaël Saïdi. Et j'avais beaucoup aimé Djihad. Et j'étais un petit peu déçue par ce deuxième volet. D'abord, les objectifs d'Ismaël me semblent très clairs. C'est d'une part être très... ça commence pédagogue, merci. D'être très pédagogue, puisque tout comme pour Djihad, GN est porté dans les collèges, dans les lycées, et a pour objectif de susciter la discussion et donc d'amener les jeunes à réfléchir sur ce qu'est la haine, ce que la haine peut
amener au développement et à la construction de l'identité et au rapport aux autres quand elle est inculquée dès l'enfance. Donc revenir un petit peu aux racines du mal et voir un peu comment ça a impacté le comportement de l'Ismaël de la pièce, donc qui est devenu terroriste. Et on le voit tourmenté, confronté à deux qui sont ses qu'il haït, qu'il hait de toute son âme, donc à travers d'un prêtre qui représente donc la religion catholique, qui est, je trouve, très caricaturale et très maladroitement dressée, et cette jeune femme qui est juive et qui est complètement folle, qui a perdu la tête, qui est remarquablement interprétée par Audrey DeVos, qui vraiment fait une composition remarquable en tout point, qui est pleine de sensibilité. Mais par contre, on se perd un petit peu confus, une écriture qui est vraiment très tournée vers les jeunes et qui perd un petit peu le public adulte. Mais à partir du moment où on s'adresse en priorité aux collégiens, je dirais que le but est de ce côté-là atteint, c'est un langage qu'ils peuvent entendre. Ismaël et le prêtre sont souvent très ados dans leur comportement, dans leur langage. Le prêtre est dans la provocation, il va parler d'homosexualité, il va parler de pédophilie, il va parler de drogue, il va vraiment essayer de confronter Ismaël et de le provoquer. Donc il y a beaucoup de choses et beaucoup de messages qui sont portés par la pièce, ou qui veulent être portés par la pièce, mais qui sont faits d'une manière un petit peu maladroite. Et c'est ça qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Théâtrelle, tu es d'accord avec ça? Complètement. C'est pareil, j'ai été particulièrement déçue. Alors, déjà, d'une part, j'ai toujours un peu peur des suites. Suite au cinéma, suite au théâtre, même s'il y en a moins. Même dans la littérature, ça me fait toujours un peu peur. Mais là, j'étais très curieuse d'y aller parce que j'avais, comme Potecker, beaucoup aimé Djihad, que je trouvais très didactique, très pédagogue. Et vraiment, j'étais curieuse de voir comment Ismaël Saïdi pouvait, dans une suite, enchaîner sur d'autres thèmes et parler d'autres religions. Et alors je m'attendais à une réflexion, je m'attendais à ce qu'il y ait de la réflexion sur la religion, je m'attendais à ce qu'il y ait un chemin pour le spectateur pour qu'il puisse comprendre quelles sont les autres religions auxquelles Ismaël est invité à découvrir en fait par ses rencontres avec le prêtre et avec la jeune femme. Et en fait, il n'y a aucune discussion sur les religions. Alors quand Potecker disait que le prêtre était caricatural, oui, il est caricatural parce que c'est poussé à l'excès. On a un prêtre qui fume du cannabis, qui a l'air de planer très souvent avec son grand sourire hilace. Il est en plein trip la plupart du temps. Ensuite, il rêve de son beau légionnaire. Alors c'est caricatural. Mais moi, à la limite, j'aurais préféré un prêtre caricatural dans l'idéologie chrétienne pour que le spectateur puisse découvrir ce qui fait face au radicalisme islamique. J'aurais voulu avoir peut-être une image du radicalisme catholique pour que ça soit plus opposé. De même que cette jeune femme juive, alors je ne connais pas la religion juive, mais elle est athée, elle ne pratique pas, ou à peine, si, elle a son chandelier à 9 branches pour Hanouka, mais ça manque de réflexion, ça manque de position idéologique ou théologique, on se demande pourquoi. Du coup, même chez Ismaël, que lui-même, il n'est pas du tout convaincu par sa religion. La jeune fille, elle est bras nus. Si c'était un islamiste intégriste, il pourrait être choqué par sa tenue. Or là, pas du tout. C'est même pas effleuré. C'est même pas... Voilà. Et j'ai peur que les spectateurs ne voient que des religions caricaturées, mais dans le sens vide de toute substance. Superficielle, en fait. Superficielle, voilà. Et voilà, et alors que Djihad avait été reconnu d'utilité publique, et ben je vois pas trop l'utilité de Djihad pour le moment. Une réaction? Oui, alors moi aussi j'avais beaucoup d'attentes parce que j'avais adoré Djihad et j'avais aimé effectivement voir la manière dont les jeunes en fait sont tombés dans le radicalisme. Et j'avais sans doute trop d'attentes parce que je ne m'attendais pas à la façon dont GN allait traiter le sujet de l'emprisonnement en fait, d'Ismaël.
Et je n'ai pas compris. Après, il y a eu un prologue qui n'avait rien à voir avec la suite, un prologue de qualité, certes. Oui. C'est une jeune fille qui révèle son homosexualité à ses parents. Mais alors ensuite, ça n'a rien à voir avec la choucroute, comme on dit. Comme tu dis. Et donc voilà. Donc première chose qui m'a un peu surprise, ça. Ensuite, le début de l'histoire. Les premières minutes un peu effrayantes, on avait été prévenus, effectivement. Il y a un bruit de fusillade, il y a des hurlements, c'est très réaliste. Et même en étant prévenue, j'ai sursauté. Et ça, j'ai trouvé que c'était très très bien fait, effectivement, pour nous plonger dans l'ambiance. Par rapport à la fin de Djihad, c'était un bon prolongement. Et ensuite, le soufflet complètement retombé pour moi, puisque quand Ismaël, donc, dans son fauteuil roulant, erre entre sa cellule, le confessionnal où il voit le prêtre et la salle où il rencontre la jeune femme juive qui est complètement perdue dans sa tête, je ne comprenais pas. La salle riait, moi je riais pas, et j'ai compris qu'en fait j'étais peut-être sur d'autres attentes, effectivement, et j'étais peut-être pas dans la cible, effectivement, puisque la cible c'est sans doute les jeunes. Donc, mais ça m'a un peu attristée de montrer que ce côté, comme disait Théâtrel, un peu vide, caricatural, mais au mauvais sens du terme, de la religion, toutes les religions. Donc c'était vraiment dommage par rapport à ça. Il y a un autre élément en plus dans la mise en scène qui m'a posé souci, c'est qu'il y a de nombreux noirs pour simuler les différentes scénettes où se déplace Ismaël. Et ces noirs sont assez longs. Ça casse. Alors qu'on voit très bien que nous on était tout près de la scène et on voyait très bien que les comédiens étaient déjà prêts depuis un petit moment, quoi. Donc on aurait pu peut-être rythmer aussi différemment la pièce par rapport à ça. Ça s'est peut-être resserré depuis parce qu'on l'a vu dans les premiers jours et on en a parlé un petit peu. Et alors moi je sais que la question essentielle pour l'auteur c'est de nous faire comprendre à quel point la religion elle peut être dangereuse et que si elle est mal utilisée évidemment et que la place de l'éducation pour lutter contre ça c'est primordial. Mais je n'ai pas du tout ressenti cet enseignement avec GN, alors que je l'avais bien ressenti avec Djihad. Cependant, je comprends que je ne suis pas nécessairement tout à fait la cible, effectivement. Tuez-moi, s'il vous plaît. Et je compte quand même aller voir le 3e opus dès sa sortie. Parce que nous aussi, on va attendre le 3e opus. Voilà. Et on ira tous ensemble. Et on ira ensemble. Parce que, voilà, moi, je veux vraiment pas casser la pièce. Il y a vraiment un travail derrière, pédagogique, qui est très important. Et une fois de plus, le travail d'Ismaël Saïdi est hyper important auprès des jeunes. Et il faut le défendre, il faut le mettre en avant et l'encourager. Et j'interromps Mélina, mais du coup, vous pensez qu'un jour il jouera sa trilogie en entier à la suite pour ceux qui voudraient On lui demandera. On lui demandera avec sur Twitter, c'est Ismaël Saïdi, donc ça n'est pas très compliqué de le joindre. Pourquoi pas dans GN, on retrouve bien l'un des 3 apprentistes de Djihad. Donc on s'attendait à la fin de GN, on savait très bien de Djihad, on savait très bien trouver. Donc peut-être que là, on va retrouver Ismaël. Alors là, je suis incapable d'imaginer. Ouais. Mais j'aimerais apporter un petit bémol parce que vous avez toutes les 3 vu Djihad. Vous parlez toutes les 3 de l'attente que vous aviez eue en voyant GN. Mais quelqu'un qui n'a pas vu Djihad, qui voit GN. Alors justement, j'en ai parlé beaucoup parce que j'ai mis 3 semaines pour pouvoir ébaucher une critique. Et j'en ai parlé avec beaucoup de personnes qui ont vu la pièce, notamment des gens qui n'avaient pas vu Djihad et qui eux ont directement bien apprécié, qui ont ri, qui étaient vraiment très premier degré et qui ont attendu la fin et effectivement n'ont pas été déçus par la fin puisqu'il y a quand même une chute à la fin assez importante pour Ismaël. Il se fait mal. Ces personnes n'étaient pas déçues. Donc je pense que c'est sans doute parce qu'on attendait quelque chose dans le même esprit. C'est aussi peut-être une question tout simplement de génération. Enfin, moi, je ne suis pas de la génération visée par Ismaël Saïdi, je le dis sincèrement. Et je pense qu'effectivement, comme dit Roger, on a plus d'attentes, surtout après avoir vu Djihad. Et on attend quelque chose de plus pédagogique, de plus construit. Et GN, c'est très potache en fait. Alors il y avait déjà des blagues potaches dans Djihad, mais on pardonnait ça. Ça passait parce que c'était à côté d'une réflexion plus profonde, d'une vraie démarche didactique. Là, on a l'impression parfois que c'est de la blague pour de la blague. Et bon, perso, pour moi, ça tombe un peu à côté. Mais j'irai quand même voir la suite parce que justement, j'aimerais savoir comment ça va se terminer pour Ismaël.
Un deuxième opus donc, qui vous a laissé sur votre faim. Sur Twitter, Ali Ben Salem dit « Ismaël Saïdi continue de nous parler de la radicalisation avec GN à ne pas rater. Moi, une pièce qui met de l'intelligible sur la période sombre que nous vivons, seul l'amour nous sauvera de la GN, bravo à Ismaël Saïdi. » Et sur Facebook, Pilou Carabos dit « Super bien fait, étant éducatrice, outil précieux. Vivement que mes élèves profitent de cette pièce que j'ai adorée autant que la première. » Donc une pièce qu'on recommanderait plutôt aux adolescents. Oui. Oui. Puis, merci Déborah de m'interrompre pendant que je parle. Ça me perturbe. Donc un travail en tout cas important auprès des jeunes de la part d'Ismaël Saïdi, c'est très important de le rappeler effectivement, puisque d'ailleurs je le précise, Ismaël Saïdi vient pour débattre à la fin de la représentation tous les mercredis. Donc il y a un travail qui se poursuit, qui va plus loin après ça. Vous avez jusqu'au 3 juin pour aller voir ou revoir GN, la nouvelle création d'Ismaël Saïdi au Palais des Glaces. C'est dans le 10e arrondissement de Paris. Et le lieu n'est pas anodin non plus. On est juste à côté des lieux où ont eu lieu les attentats du 13 novembre. Merci pour la précision, effectivement. À garder en mémoire, les représentations ont lieu du mercredi au samedi à 19h30. Et donc je rappelle que chaque mercredi, il y a un débat avec Ismaël Saïdi à l'issue de la représentation. C'était la dernière pièce au programme de cette deuxième émission de Radio Mortimer. Est-ce que vous auriez un spectacle à nous conseiller ? Oui, alors moi je vous conseillerais un spectacle, c'est pas une découverte parce que je l'ai vu je crois en décembre et ça joue jusqu'en juillet, mais je pense qu'il faut vraiment aller le voir. C'est évidemment Une chambre en Inde de Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil, parce que c'est vraiment la symbolisation du théâtre qui est au-dessus de tout. Et que le théâtre, c'est une des seules choses, une des choses qui peuvent sauver le monde en éduquant, en partageant, en témoignant. Et c'est une vision du monde, c'est une vision de l'histoire, c'est une vision qui est absolument foisonnante, parfois brouillonne, j'en conviens, mais il y a quelque chose d'absolument bouleversant qui nous montre que le théâtre a vraiment un rôle face au chaos du monde, et pour moi, c'est vraiment indispensable d'y aller. Merci. Roger, 42. Alors moi, je conseillerais Alma Mahler, Éternelle amoureuse, au Petit Montparnasse. Il faut faire vite, je crois que ça s'arrête le 21 ou le 28 mai. Et c'est la vie tumultueuse donc d'Alma Mahler. Alma Mahler incarnée avec brio par Geneviève Casil. Et elle incarne cette femme d'un certain âge qui va livrer ses mémoires, mais qui reste profondément odieuse. Et on l'adore alors qu'elle est odieuse. Ça, c'est la marque du talent. Merci. Théâtre côté de cœur ? Alors moi, mon coup de cœur, c'est Cendrillon. Il y en a beaucoup qui vont aller le voir. J'ai eu la chance de le voir il y a 2 ans à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est Pomera. C'est le 3e volet des réécritures des contes après Pinocchio, après Le Petit Chaperon Rouge et Pinocchio. Petit Chaperon Rouge qui était au Bouffe du Nord très récemment. Alors, si vous avez en souvenir le Cendrillon Disney, vous l'oubliez complètement. Pomera confronte une enfant au deuil et à la difficulté de se construire et de grandir quand on est orphelin. Il déstructure complètement les contes de fées dans une écriture qui est très profonde et surtout un univers extrêmement poétique et un esthétisme qui fait la marque Pomera. C'est très beau. C'est lumineux, c'est brillant, ça reste un enchantement. J'en ai un souvenir nostalgique. Et si je pouvais, j'y retournerais, mais je n'aurais pas le temps. Et comme il y a eu des petits trous dans les coups de cœur, j'en profite pour signaler 2 autres spectacles. L'Oubli des anges, qui est au Studio Héberto du 16 au 20 mai. C'est magnifique, il faut aller le voir, vous n'avez plus que quelques jours. Et Des souris et des hommes, qui reprend à la Michaudière jusqu'au 10 juin. Qui tourne depuis plus de 10 ans, mais qui est vraiment une magnifique adaptation de l'œuvre de Steinbeck. Visiblement, Roger 42 confirme et soutient les 2 coups de cœur. Qu'est-ce que vous allez voir prochainement ? Je vais revoir Des souris et des hommes, justement. Ce sera que la 4e fois. D'accord. Je vais pleurer. Moi, je vais voir prochainement, je vais voir au Rond-Point qui nous accueille ce soir, on les remercie d'ailleurs. Je vais voir Honneur à notre élu de Marie Andier, mise en scène par Frédéric Bélier-Garcia avec Isabelle Carré. Et encore au Rond-Point, je vais voir Box Box
le nouveau spectacle de Mourad Merzouki. J'avais adoré Pixel, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau spectacle. Théâtre Côté Cœur. Alors, je vais voir Et Landnod à la Villette. Tu peux traduire Ça se prononce comme ça, c'est voilà. Le pays de nos, voilà, le pays de nos. Ça sera cette semaine. Puis, je vais passer 5 jours au Festival de Maison Lafitte où j'ai l'honneur d'avoir été sélectionnée parmi les jurés. Donc, ça va être 5 jours de théâtre amateur et professionnalisation. Donc, ça va être très sympa. Puis je file à Montpellier pour le Printemps des Comédiens où j'aurai la chance de revoir Une chambre en Inde et puis de découvrir Angelus Novus et de passer quelques jours au soleil en très bonne compagnie. Merci. Et si je peux mentionner une dernière petite chose, il y a en ce moment Rapidement. le Paris Fringe Festival qui est un festival de théâtre en anglais. J'ai pas les dates en mémoire, mais ça commence bientôt et l'initiative est suffisamment intéressante pour qu'elle vaille la peine d'être mentionnée. Merci beaucoup Théâtre Côté Cœur, merci Théâtrelle et Roger 42 d'avoir été avec nous. Avant de clôturer l'émission, il y a un membre de l'équipe de Radio Mortimer, Yann, qui regrette de n'avoir pu être là ce soir, mais qui aimerait vous partager son coup de cœur du mois de mai. Yann, nous t'écoutons. Du mois de mai, c'est à la fois un spectacle, Si tu ne m'aimes plus, je me jetterai par les fenêtres de la caravane, et un chapiteau, celui du cirque Romanès. C'est le seul cirque tzigane au monde, un petit cirque familial où toutes les générations d'artistes sont confondues et les numéros exécutés sous l'œil bienveillant d'Alexandre Romanès. Nous y retrouvons tous les classiques, trapézistes, jongleurs, funambules, rubans, et un seul animal sur la piste, c'est un chat. Il y a aussi de la musique, avec un orchestre venu des Balkans, de la danse, et les chants de Délia la Terrible, comme elle se surnomme elle-même. On passe là un moment unique, poétique, hors du monde extérieur, hors du temps, dans la joie de vivre et la chaleur humaine. Le spectacle se joue jusqu'au 5 juin, avant de partir en province cet été. Il reviendra à Paris à l'automne prochain avec un nouveau programme. Merci Yann pour ta recommandation. J'ai des coups de coude de Déborah qui est à côté de moi qui voudrait également partager son coup de cœur. Déborah qui est au live tweet en ce moment, on t'écoute. Pour moi, mon coup de cœur, ça sera Denise Jardinière vous invite chez elle. C'est un spectacle que je suis depuis plus de 3 ans, conseillé par Gladys, et l'auteur et metteur en scène et comédien, dont je ne dévoilerai pas le nom parce que je trouve que ça fait partie intégrante de la pièce, sera pour une date exceptionnelle le 12 juin à Bobino, pour une pièce de théâtre pur, de surprise, d'intimité, de bouleversement, qui d'autre a vu autour de moi qui pourrait m'aider? Merci, c'est déjà une très belle liste. C'est déjà une très belle liste. Merci Déborah. Je vous rappelle les pièces qui ont été l'objet de nos échanges passionnés ce soir. La résistible ascension d'Arthur Huy de Bertolt Brecht, mise en scène par Katharina Talbar à la Comédie Française, qui est à voir jusqu'au 30 juin. Le Testament de Marie de Colm Tobin, mise en scène par Deborah Warner au Théâtre de l'Odéon, à voir jusqu'au 3 juin. Songe et Métamorphose, adapté d'Ovide et de Shakespeare, mise en scène par Guillaume Vincent à l'Odéon, à voir jusqu'au 20 mai, donc dépêchez-vous. Et enfin GN, la nouvelle création d'Ismaël Saïdi à l'affiche du Palais des Glaces, à voir jusqu'au 3 juin. J'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus autour de la table, sur les planches, 4e mur, Mort du théâtre, Théâtoile, Théâtrelle, Maxime, un homme, Strapontine, Théâtre Côté Cœur et Roger 42, une femme. Merci. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour vos réactions sur les réseaux sociaux au hashtag Radio Mortimer. D'ailleurs, un grand merci à toi, Déborah, pour ton live tweet et pour ton œil à quoi rien n'échappe. Et surtout, merci à Lilian qui nous suit depuis le début du live. Je te vois. Je suis désolée pour tous les sons, mais qui sait, un jour on te fera peut-être de la place autour de cette table. Merci, mais oui, on parlera de Lilian. On parlera du clan. On parlera de la pièce Le Clan. Ou de la prochaine. Une autre fois qu'on a hâte de voir dans les salles de théâtre. Et donc j'aimerais aussi surtout un très grand merci à l'équipe du Théâtre du Rond-Point à Paris pour sa générosité et pour son accueil ce soir. Pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre, qui nous soutiennent, qui font aussi partie de l'équipe et que nous aurons peut-être le plaisir de recevoir lors de la prochaine émission qui se tiendra le 12 juin à vos agendas. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur notre compte Twitter, mais aussi sur Instagram,
Facebook, sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous apostropher au hashtag Radio Mortimer. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.